Maximilien Brabec, vous êtes ingénieur de l'École centrale de Paris, vous êtes également consultant spécialisé sur la stratégie innovante et les innovations gagnantes. Il faudra nous expliquer ce que cela veut dire. Vous développez en permanence des outils et approches pour réinventer notre modèle afin de développer et pérenniser nos entreprises. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, vous êtes également professeur affilié à l'université ESCP. Et vous nous dites que l'avenir, bonjour d'abord, rebonjour, l'avenir appartient à ceux qui créent des mutations, nous dites-vous. Qui sont ceux qui créent des mutations et comment crée-t-on une mutation? Déjà, pour commencer, moi je suis super content d'être parmi vous. Je viens de passer 2 jours extraordinaires, c'est d'une fraîcheur de venir en Vendée. Et je voudrais vraiment applaudir, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, les organisateurs, parce que vraiment c'est génial. Alors... Ensuite, bon, je vais peut-être vous chambrer. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas des plus jeunes quand même dans l'audience. Parce que 2035, par exemple, moi j'ai 51 ans. 2035, j'en aurai 19 de plus. Alors je sais que j'ai encore une bonne jeunesse dans ma tête, mais quand même. Et moi je compte beaucoup sur les jeunes d'aujourd'hui, de 19 ans. Et je rêverais qu'on refasse ce truc maintenant, là, avec tous les jeunes de 19 à 21 ans, et qu'on leur donne envie de faire des projets qui déchirent, parce que c'est ça l'avenir. Voilà, voilà. Bon, alors je vais essayer de répondre à la question. Aujourd'hui, c'est l'observation qui le montre, aujourd'hui, on est face à des mutations qui ne sont plus linéaires. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, il suffisait d'être un bon gestionnaire, on épousait les mutations en cours, et puis c'était bon. Aujourd'hui, elles sont en discontinuité du passé. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est des mutations lentes et fulgurantes. C'est-à-dire qu'elles mettent un temps fou à pas arriver, et le jour où elles arrivent, tac, elles sont fulgurantes. Je vais vous donner un exemple, c'est les objets connectés. J'ai travaillé en 2004 pour des startups sur les objets connectés. On nous prenait pour des tarés, hein, je peux vous le dire. J'ai travaillé pour Babola sur les raquettes. On nous prenait pour des tarés. Alors qu'aujourd'hui, en très peu de temps, c'est devenu une mutation obligatoire, évidente. C'est même plus une innovation. Alors ça veut dire quoi pour nos entreprises? Ça veut dire que ça suffit plus d'être gestionnaire. Il faut être visionnaire. Et pour être visionnaire, ça suffit plus d'anticiper. Il faut créer. Il faut être l'auteur des transformations de demain. Moi-même, j'ai démarré ma carrière dans l'informatique. IBM aurait pu et dû inventer Windows. Windows aurait pu et dû inventer Google. Google aurait pu et dû inventer Facebook. Facebook aurait pu et dû inventer Twitter. Et je peux vous dire que Twitter ou Facebook ne sont pas nés en se disant on va tuer Facebook, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont nés d'une démarche indisciplinée, qui était désireuse de créatrice de valeur. Donc si j'ai un message à vous transmettre, notamment les équipes dirigeantes, je fais exprès de dire le mot, j'ai pas mal de mes clients, je vous le soumets, qui sont des dirigeants d'entreprise et qui, dans le cadre des réflexions stratégiques, ont dit à leurs collaborateurs, notamment les plus jeunes, c'est à vous de nous diriger. Donc ce que j'appelle l'équipe dirigeante, c'est l'équipe qui crée les directions de demain. C'est pas les gens qui gouvernent, c'est les gens qui créent les directions de demain. Je sais pas si c'est clair. Et donc, dans ces entreprises, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux salariés de l'entreprise, on leur dit, écoutez, nous, on a un certain âge, on est plutôt des anciens gestionnaires. Qu'est-ce qui dit que c'est nous qui allons inventer les créations de valeur de demain? Est-ce que c'est pas vous de nous le dire? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand en 2035, quand on sera plus là, c'est vous, qu'est-ce que vous aurez comme entreprise à porter? Voilà, donc ça, c'est le premier message. Oui, donc du coup, en fait, pour résumer, Accor aurait pu inventer Airbnb. Il suffisait juste presque de poser la question à un des jeunes, à leur manière de fonctionner. J'essaye de simplifier un petit peu les choses. Et quelle est la réaction qu'ont les chefs d'entreprise lorsque vous... Parce que je réagis, moi, peut-être un grand public, mais on a tendance à se dire que parfois ce genre de choses, que ce soit Google, que ce soit Windows, peuvent paraître de la concurrence et peuvent faire peur. Je pense à Uber, les taxis, à Airbnb, Accor, justement pour reprendre cet exemple. Taxi, oui. C'est vrai que clairement les taxis, ils auraient pu inventer l'application Uber. Clairement. Donc, comment réagissent ces dirigeants, si c'est ça la question? Comment réagissent-ils et comment pourront-ils aller en 2035, vous voyez, en changeant complètement de mentalité et en réalisant cette mutation, en fait? Si vous regardez, admettons, une entreprise vendéenne qui en arrive à la 3e génération. Le fondateur, il avait tout à faire, il n'avait rien à perdre. Donc il a créé quelque chose et c'est une des entreprises les plus performantes ou les plus admirées de la région. Bon.
Si vous vous mettez à la place de ses successeurs, donc les enfants, puis les petits-enfants, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose d'établi qui est potentiellement fragilisable, et c'est très difficile pour eux de se mettre dans la création de valeur. Parce qu'en fait, ils ont un acquis qu'ils doivent préserver. Et donc, quelque part, moi, si j'ai un message, c'est de vous dire, aujourd'hui, je suis consultant en stratégie notamment, aujourd'hui, les sources d'avantages concurrentiels sont en pleine mutation. Voilà. Donc avant, c'était les actifs de type process, brevet. Aujourd'hui, les actifs, les avantages concurrentiels n'ont plus rien à voir. Et par exemple, un modèle de management est une source d'avantages concurrentiels. Alors qu'un brevet est très fragile. Un brevet est copiable. Un brevet est contournable. Les Chinois, ils n'en ont rien à faire de nos brevets. Et donc, c'est intéressant de se dire, finalement, est-ce que... Voilà, je vous soumets la chose. Moi, j'ai remarqué une chose. Aujourd'hui, à partir du moment où tu apportes une valeur décisive, toutes les barrières concurrentielles, elles sautent. Et l'exemple de Uber, Uber, c'est une valeur décisive. Et le gouvernement ne sait plus quoi faire. Le gouvernement, il y a les taxis qui râlent, alors du coup, il fait un abondement au taxi, du coup, les autres, ils gueulent, et à la fin, on ne sait pas comment ça va finir. Et on voit que le réglementaire, il ne sait pas quoi faire. Et ce qui est génial, la clé, c'est d'inventer de la création de valeur. Et ça, c'est la responsabilité des entreprises et des équipes dirigeantes, au sens diriger l'entreprise vers de la création de valeur, c'est de réinventer systématiquement une série de valeurs décisives. Et donc, le monde demain, en 2035, puisque c'est demain, vous le voyez comment ? Il sera comment tel qu'il est déjà annoncé. Oui, alors bon, il y a un trader libanais qui a écrit un livre qui s'appelle Le Signe Noir et qui dit bon, finalement les prospectivistes, ils ont plutôt tendance à regarder le futur par rapport au passé. Donc si les signes sont blancs, ils vont penser qu'ils seront blancs, alors qu'il y a des signes noirs qui apparaissent. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant dans la question de 2035, c'est de se dire bon, déjà il y a des mutations évidentes qui sont annoncées. Lesquelles ? À partir de là, on peut travailler dessus. Mais il ne faut pas non plus s'enfermer dessus. À la limite, je ne sais pas si ça vous parle, il y a un type, je vous donne cet exemple-là, hein, il y a un type qui s'est dit, voilà, si tout le monde partage ce qu'il a sur son disque, on n'a plus besoin d'acheter de musique. Et ce monde, à sa manière, a complètement créé l'économie collaborative d'aujourd'hui, et c'est l'auteur de Napster. Donc finalement, personne n'avait imaginé ça. À l'époque, je peux vous dire, aucune étude Forrester n'expliquait ça. Alors, ce qui est intéressant en termes de modèle de management, c'est que aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise ou même une start-up, ils sont face à plein d'incertitudes. C'est génial. On est face à des incertitudes comme on n'a jamais connues. Et du coup, on est autant dans l'incertitude qu'une start-up. Donc déjà, il y a un premier message que je peux vous transmettre, c'est de dire, mais alors moi je suis fils d'immigrés pragois, je peux vous dire que les gens qui quittent un pays, c'est des gens qui ont des ancrages. C'est génial. L'ancrage, c'est le très peu de choses qui sont nos ancrages à nous, nos valeurs, et qui nous permettent d'être agiles. Et donc, plus que jamais, face à un monde incertain, les entreprises doivent revenir, non pas à leur ragoût d'ancrage, mais à leur très peu d'ancrage, qui font qu'elles seront agiles, et à chaque fois qu'elles prendront des directions, elles se référeront à leurs ancrages. Alors, les ancrages, c'est très connu, c'est les valeurs fondamentales, c'est des valeurs éternelles. Et il y a un autre ancrage qui est important, c'est ce que j'appelle la raison d'apporter ultime. La raison d'apporter ultime, ça consiste à se dire, on ne va pas s'enfermer dans un marché, on va plutôt avoir une étoile éternelle en termes de désir, de valeurs qu'on aura éternellement et qui ne nous enferment dans aucun marché. Alors pour vous donner un exemple, j'ai travaillé pour un énorme concessionnaire automobile, familial, qui est encore donc sans fonds de type capitalistique, hein, il doit être 20e national, ce qui est pas mal. Hein. Et en fait, ils me disent, je vais vous dire très simplement, ils m'ont dit, ah ben nos valeurs, elles sont très simples. Ah bon, c'est quoi ? Rigueur, éthique, transparence. Et il me dit, c'est normal parce qu'on est des on est des protestants. Et mon grand-père, quand il a commencé, il n'y avait pas d'école de management, et il a repris les valeurs du protestantisme. Et ce qui était marrant, c'est que le frère du dirigeant me dit, mais on leur demande pas d'être protestants. Non, t'inquiète, mais au demeurant, c'est des valeurs qui ont toujours porté l'entreprise. Ça, c'est le premier ancrage. Et le deuxième ancrage, sur la raison d'apporter, au bout d'une réflexion, ils ont dit finalement, notre raison d'apporter, c'est pas vendre des voitures, c'est délivrer des services de proximité sur un territoire de proximité. Et là, quand ils ont pris conscience de ça, ils se sont dit, mince, il faut peut-être qu'on quitte le marché de l'automobile, parce que le marché de l'automobile va nous empêcher
d'exprimer notre raison d'apporter, puisque les automobiles sont garanties 7 ans, elles sont connectées, vous avez Tesla qui vend en direct, et quel est le service de proximité qu'on va pouvoir délivrer dans l'automobile. Ça, c'est un premier point clé. Le deuxième point clé concernant donc cette posture d'entreprise par rapport aux mutations de demain, écoutez, je suis désolé, il faut vous start-upiser. C'est-à-dire qu'il faut avoir la même capacité d'une start-up à faire face aux incertitudes. Il y a une étude qui a été faite par une chercheuse de Stanford en 2005 et qui se disait finalement les meilleurs entrepreneurs créateurs, comment ils fabriquent leur stratégie. Alors elle a été voir les meilleurs entrepreneurs, donc je crois qu'elle a dû en voir une centaine en Vendée, et à partir de là, elle est revenue avec les conclusions suivantes. Sa conclusion a été de dire ils font tout le contraire de ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. Ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, c'est l'approche causale. Donc l'approche causale, c'est j'ai un objectif, comment je mets mes moyens en œuvre pour atteindre l'objectif. Eux, ils n'ont aucun objectif. Ils ont des moyens et ils disent qu'est-ce que je peux faire comme effet possible. Et du coup, c'est la succession d'effets possibles qui trouvent du potentiel. Et bien, start-upiser son entreprise, c'est à la fois avoir une approche causale, parce que c'est quand même nécessaire, on a une entreprise établie. Mais c'est en même temps avoir une approche d'effectuation qui fait qu'au sein même de l'entreprise, on est dans les deux postures à la fois. La posture de créer ce qui n'existe pas aujourd'hui et en même temps d'optimiser ce qui existe aujourd'hui. Un deuxième point clé sur l'effectuation, qui est important, c'est que quand on est en approche causale, on a tendance à prendre des décisions sur la base d'un retour attendu. En effectuation, c'est je prends des décisions sur le principe de perte acceptable. Faire ce que j'appelle un crado test, donc c'est expliqué dans le livre. Un crado test, c'est un affreux bricolage qui coûte que dalle. Voilà. Faire un crado test, c'est une perte acceptable. Par contre, engager 2 millions d'euros dans un projet pour se rendre compte qu'il n'est pas viable, c'est un échec inacceptable. Et donc les entreprises devront participer, privilégier cette posture-là. Et j'estime que c'est un yin et un yang. Je ne sais pas si c'est clair. Le yin, c'est le management habituel de type causal, et le yang, c'est le management de l'effectuation. Dans le yin, on est dans le management par la performance, je ne sais pas si ça vous parle, alors que dans le yang, c'est plus du tout la performance qu'on manage, c'est l'apprentissage. Montrez-moi comment vous apprenez vite, le reste, je m'en fiche. Et donc demain, si vous voulez retrouver des potentiels dans vos entreprises, il faut accepter d'être incompétent face aux incertitudes, et la seule façon de maîtriser les incertitudes, c'est de faire plein d'expérimentations. Les crado-tests, l'avantage, c'est que c'est rapide, pas cher. Et à partir de là, on apprend. Et petit à petit, on arrive à devenir compétent face aux incertitudes. Alors, il y a 2 points clés encore, sur le modèle managérial. Il y a un autre point clé qui consiste à dire, donc je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce qui n'est pas évident, c'est d'expliquer en 10 minutes seulement, oui, parce que c'est très très bien expliqué dans le livre avec beaucoup d'exemples. C'est assez compliqué à résumer en fait. Et je vous laisse juste 1 minute de plus. D'accord. Donc les 2 derniers points clés, c'est qu'en fait le leadership actuel, il est monolithique. Demain, il faut un double leadership. Il faut un leadership historique, gestion, mais il faut un leadership d'innovation. Et ils sont le contraire l'un de l'autre, et ils sont interdépendants comme un yin et un yang. Et donc ça veut dire que les entreprises doivent être aussi bonnes dans le yin historique, le leadership habituel, que dans le yang, qui est aussi important que le yin, c'est le leadership de l'innovation. Et par exemple, leadership de l'innovation, c'est je passe mon temps à challenger les projets sur leur apprentissage et non sur leur performance. Le dernier point clé sur lequel je voudrais peut-être vous alerter, c'est il y a un joueur d'échecs, un des meilleurs joueurs d'échecs du siècle passé, qui a fini sa vie en France. Et il est devenu clochard, le pauvre d'ailleurs, et il s'appelle Xavier Tarkauer. Et Xavier Tarkauer, il dit, voilà, vous savez, la stratégie, la tactique, la stratégie, c'est simple. La tactique, c'est quand il y a des choses à faire, de savoir ce qu'il faut faire, alors que la stratégie, c'est quand il n'y a plus rien à faire, de savoir ce qu'il faut faire. Et honnêtement, les dirigeants d'aujourd'hui, ils ont plus rien à faire. Ils savent plus ce qu'il faut faire. Ils ont plein de questions, ils ont plein d'interrogations. Et donc, ça veut dire que plus que jamais aujourd'hui, il faut se fixer une stratégie. Et se fixer une stratégie, c'est se fixer un rêve de création de valeur. Un rêve, voilà ce que demain, à long terme, on veut apporter. Et en ce moment, il y a des tas de penseurs qui disent qu'il faut arrêter le diktat du court terme. Et donc, la meilleure façon d'être agile, c'est de se dire, mais
finalement, c'est quoi le sommet qu'on veut atteindre en termes de rêve, de nouvelle création de valeur. Et je vous invite à penser au sommet sans penser au chemin, parce que sinon, vous ne ferez pas un rêve de nouvelle création de valeur. Et à partir de là, c'est ce qui fait qu'on est agile et c'est ce qui fait qu'on est cohérent. Et aujourd'hui, je voudrais vous alerter, l'agilité, c'est bien, c'est important. D'ailleurs, pour moi, l'agilité, c'est 3 choses. La première, c'est bouger au plus tôt. La meilleure façon de bouger au plus tôt, c'est d'inventer avant les autres. Parce que sinon, on a systématiquement un coup de retard. La deuxième chose, c'est de bouger avec peu d'énergie. C'est la souplesse. Et la troisième chose, c'est pas se tromper de direction. Et on le voit à quel point c'est important dans le Vendée Globe. Voilà. Les gagnants du Vendée Globe, ils se trompent rarement de direction. Et à partir de là, oui, il faut conjuguer agilité et cohérence, parce que ce qu'il faut, c'est quand même construire quelque chose. Et l'entreprise qui n'a pas de sommet à atteindre, elle démoralise ses troupes dans un monde incertain, et en fait, elle se désengage, alors que le fait de se fixer un rêve avec des ancrages lui permet d'avoir une cohérence dans l'atteinte d'un rêve à tous les niveaux dans l'entreprise. Nous y reviendrons pendant les questions. Et puis surtout, il faut lire votre chapitre pour comprendre en détail. Je vais vous passer le micro, Lugio. Bonjour. Bonjour. En Vendée, je n'ai plus besoin tellement de vous présenter, mais j'ai travaillé comme à l'école, alors on va y aller pour ceux qui ne sont pas vendéens. Et je parle sous votre contrôle. Agriculteur durant 40 ans, vous avez milité pendant tout ce temps dans plusieurs organisations agricoles. J'en cite juste quelques-unes. Président des jeunes agriculteurs français dans les années 80, président de la FNSEA, président de l'APCA, président du conseil de la FAO, pour ne citer donc que quelques-unes de vos responsabilités. Aujourd'hui, vous êtes maire de Torigny, en Vendée, et vice-président de La Roche-sur-Yon agglomération. Vous êtes également président de l'IFSEM, Ensemble contre la faim et la nutrition. Je sais que cela vous tient énormément à cœur et nous en parlerons tout de suite d'ailleurs. Et puis depuis un an, vous êtes également vice-président de l'Académie d'agriculture. Votre chapitre dans le livre s'intitule donc forcément, comme je le disais, Nourrir le monde en 2035. Quels en sont donc les espoirs puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre? Bien, merci de me donner la parole dans ce livre parce que sur les 27 intervenants, il n'y en a pas beaucoup qui se nourrissent au moment, nourrir biologiquement, au moment où nous avons besoin. Et d'ailleurs, nous avons pris un peu de temps pour pouvoir nous nourrir. Et donc, tout le débat aujourd'hui, c'est comment se nourrir, ou plutôt se nourrir dans 20 ans, et comment se nourrir à titre individuel, mais aussi collectif. Parce qu'il y a un double défi à relancer. D'une part, faire en sorte qu'en 2035, nous ayons encore plaisir à nous nourrir, parce que la nourriture, c'est un bien nécessaire, mais c'est aussi un plaisir que nous avons un petit peu perdu dans certains moments. Et puis, deuxième chose, comment faire en sorte que cette planète qui a 7 milliards d'habitants, qui en aura 10 milliards à ce moment-là, on arrive à passer ce cap pour pouvoir les nourrir tous. Alors, pour ce faire, dans le livre, je me suis imaginé dans mon fauteuil d'arrière-grand-père, avec mon petit-fils qui partait à l'école d'agriculture et qui, sans doute sur Internet ou ce qui aura succédé à Internet, était en train de chercher des choses et il a trouvé les discours que je tenais aujourd'hui. Et donc, je suis parti, à partir de cela, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pourrait progresser pour répondre à cette demande en 2035. Alors, en 2035, j'ai commencé directement par dire qu'il y avait quelques éléments à redévelopper si on voulait pouvoir répondre à ce défi. La première chose, c'est de recréer un véritable lien social entre les différentes personnes, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, c'est à ce titre-là que je dis que c'était grand temps de remettre le service civique en place, par exemple. Et puis, deuxième chose, de voir qui nous gouvernerait. Et si on continue comme ça d'avoir des gouvernants qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise ou dans une association même, ou qui n'ont simplement été qu'attachés parlementaires, ce qui va nous arriver quand on aura bientôt le cumul des mandats, il n'y aura que des gens qui auront été attachés parlementaires. Ce n'est pas avec ça qu'on créera une dynamique. Alors dans ce cadre-là, j'ai pensé qu'il était bon de redire que l'alimentation est en lien avec tous les grands problèmes de la société aujourd'hui. Première chose, se nourrir, c'est bien solide, mais bien liquide. Alors on pense au vin quand on est en Vendée, un peu de fief vendéen, mais c'est surtout l'eau. Et l'eau est un véritable défi pour notre planète. Bien sûr, même si les glaciers fondent, il n'en reste pas moins qu'elle est mal répartie sur l'ensemble des pays et qu'il nous faudra bien le relever. Le deuxième point, c'est aussi tout le débat qu'on a aujourd'hui avec le climat.
Le climat, parce qu'il va faire changer en 20 ans les zones de production, de différentes productions. On produira peut-être des dates en Vendée, qu'il faudra peut-être attendre encore un peu plus, mais il y aura des évolutions. Et surtout, le climat occasionnera des problèmes de stérilisation de sol, soit par le fait de trop de sécheresse, soit par le fait de trop d'humidité ou d'eau dans les deltas. Est-ce que cela ne vous angoisse pas, vous, agriculteurs qui connaissez la Terre, tous ces changements climatiques aux quatre coins de la planète, au fond? Moi, je suis toujours un optimiste. Alors, si on se panique là-dessus et qu'on dit tout est foutu, ça sera foutu. Ça, c'est clair. Mais comme par nature, un agriculteur vit toujours avec l'optimisme, parce que quand vous semez du blé, vous jetez un grain de blé en terre, et vous faites un pari optimiste qui lève. Lorsque vous mettez la vache au taureau ou à l'insémination, vous attendez 9 mois. Et si vous n'avez pas l'optimisme pour pouvoir le développer, vous n'y arriverez pas. Et c'est pourquoi je pense, moi, que nous pouvons répondre à ces défis de la société, de nourrir en quantité, en qualité, à condition de bien intégrer tout cela dans le paquet global et ne pas dire on ne peut pas y arriver, non, mais de devancer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les résultats seront ceux qui auront les résultats seront ceux qui auront anticipé les choses. Et puis, je le disais tout de suite, problème ou avis de société, on en parle souvent avec le maire de La Roche-sur-Yon, président de l'agglomération qui est ici, c'est que pour produire, même si l'on dit partout qu'on demain on va faire de la production alimentaire dans les villes, les tours, les toitures et tout, il nous faudra encore du sol. Et que le sol n'est pas renouvelable, nous n'avons qu'une planète, il faut bien pouvoir le renouveler. Puis dernière évolution d'innovation à la fois et d'espoir dans l'avenir, c'est au niveau de toutes les nouvelles technologies. Alors, il y a deux philosophies dans le monde aujourd'hui. Il y a ceux qui sont pour les évolutions de la science, puis ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre, c'est les pessimistes, les autres, c'est les optimistes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être très précautionneux de ce que l'on met derrière les évolutions de la science. Mais si l'on attend d'avoir tout réglé avant de faire avancer la science, que ce soit sur les biotechnologies ou d'autres éléments d'évolution, nous ne pourrons pas y arriver et nous en avons besoin pour relever les défis de demain. C'est indispensable, à condition que là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, de mettre un peu d'éthique dans nos développements. C'est-à-dire que, moi je leur dis souvent, avec l'acier, on a fait le sabre et la charrue, avec l'atome, on a fait la bombe atomique et l'énergie nucléaire. Ce n'est pas les techniques qui sont dangereuses, c'est l'emploi des techniques, à nous de pouvoir nous responsabiliser sur ce point-là. Puis dernière chose que je voulais dire, si on veut répondre à cette nourriture quantitative et qualitative et répartie sur l'ensemble du territoire, nous ne pourrons pas régler le problème de l'alimentation dans le monde dans les 20 ou 30 années qui viennent, comme quand nous étions 1 milliard d'habitants. Enfin, quand ils étaient. J'espère que je serai là encore quand il y en aura 10 milliards. Mais quand ils étaient 1 milliard, on pouvait vivre de pêche et de cueillette. Aujourd'hui, c'est exclu. Nous devons pouvoir maîtriser la nature pour répondre à cette demande. Et donc, tous les moyens doivent être mis en place pour le faire. Et pour ce faire, il faut avoir des agriculteurs. C'est pourquoi mon petit-fils, mon arrière-petit-fils qui veut rentrer à l'école d'agriculture, s'il fait ce choix, c'est qu'il y aura encore une agriculture pour nourrir le monde, et je le crois bien. Voilà, et puis surtout, il faut retenir votre chapitre très optimiste. Et malgré ce qu'a dit votre petite fille à la fin du chapitre, vous savez vous arrêter quand vous êtes branché. Merci beaucoup, Luc Guillot. Je citais les dernières lignes du chapitre. Très intéressant, très émouvant, écrit donc par la petite fille de Luc Guillot en 2035. Et je passe la parole sans transition à Emmanuel Jafflin. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente à nouveau à nos auditeurs, pour ceux qui n'étaient pas présents à votre conférence. On se tutoie en privé, mais elle fait semblant qu'on ne se connaît pas. Je fais mon travail. Alors, vous êtes agrégé de philosophie, ancien diplomate. Vous êtes également professeur au lycée Lacnal et auteur de plusieurs ouvrages, dont un très remarqué Éloge de la gentillesse, qui a connu aussi sous sa forme Éloge de la gentillesse en entreprise un beau succès de librairie, et puis surtout auteur d'une apologie de la punition dont on a abondamment parlé l'année dernière et l'année d'avant déjà, je crois. Qui punit bien à moins à punir est un peu votre credo pour 2035. Ce sera une période sans prison alors ?
Est-ce que cette question, elle est optimiste ou pessimiste? La question, c'est la réponse que moi que j'attends. La question d'une incrédule. Moi, j'ai on- du mal à imaginer 2035 sans prison. Alors, expliquez-moi pourquoi il n'y aura plus de prison en 2035. Alors d'abord, il y a 2 jeunes filles là qui sont élèves en terminale de Saint-Gabriel, donc il y a des jeunes ici dans la salle, et vous êtes les chevaux de Troie pour véhiculer justement tous ces projets utopistes ou optimistes pour 2035. Sur la punition, honnêtement, c'est pas un sujet à la mode. Et les médias m'invitent beaucoup. J'étais sur Europe 1 cette semaine avec un psychopéda qui m'a flingué. Le terme est complètement évacué du vocabulaire. On préfère le mot sanction. Et moi, j'expliquais, et je l'explique aux 2 élèves de terminale, là, que si vous avez le bac avec mention bien ou très bien, c'est une sanction. Ça s'utilise de manière ambiguë, le terme sanction, en bonne part et en mauvaise part. Et donc on noie le poisson en intégrant dans les circulaires scolaires, dans le vocabulaire courant, le terme de sanction au détriment du terme de punition, qui vient, alors en sanskrit, il y a le mot punya, qui veut dire la chance. C'est une chance d'être puni. Eh ben, c'est difficile à faire passer aujourd'hui, cette idée que c'est une chance, et donc on préfère évacuer le mot plutôt que la réalité. Et moi, vous savez, je suis plutôt connu pour être le philosophe de la gentillesse, et quand j'ai sorti 3 ans après le livre sur la punition, c'est parce qu'entre-temps, j'étais allé 2 ans en prison. Alors, j'avais tué personne, mais j'étais allé visiter une prison dans le nord de la France, parce que j'avais commis un article dans Le Monde suite à mon petit déjeuner, en fait. J'allais au lycée Lacanal, et avant d'y aller, je déjeunais, et j'entends Ali Omari qui répond à une journaliste qui lui dit, voilà, c'est le 100e mort en prison qui se suicide. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et Ali Omari, qui se faisait souffler par son dircab la solution, elle dit, on va leur distribuer des pyjamas en papier. Et là, j'étais en train de tremper ma tartine et je me suis dit, mais on peut pas être aussi con, ministre, et proposer des mesures aussi ridicules. Donc j'écris une tribune dans Le Monde que Le Monde a publiée. Et ensuite, j'ai été invité, voire convoqué par le directeur de l'AP, l'administration pénitentiaire, qui est un État, dans le ministère de la Justice, et qui me dit, c'était un ancien préfet, il me dit, vous connaissez rien à la prison, je vais vous y envoyer. Je lui dis, écoutez, très bien, mais je veux choisir laquelle. Alors, il était surpris, il me dit, vous voulez aller où? Je lui dis, je vais aller à Los-les-Lilles. Et là, j'ai vu la banane tomber. Il m'a dit, pourquoi vous voulez aller là? Je lui dis, parce que quand j'étais jeune prof à Fourmi, j'ai un élève qui a fait un casse dans le supermarché, qui s'est fait pécho, qui est allé en prison. Je suis allé le voir, j'avais 22 ans à l'époque, il en avait 19, donc on était proches. Et je suis ressorti en chialant, parce que c'était Midnight Express, cette prison. Je me suis dit, c'est pas possible que mon pays, ce soit comme la Turquie. Et donc je lui dis, on y va ou pas à Los-les-Lilles? Il me dit oui, mais ça n'a pas beaucoup changé. Et effectivement, elle était sur le point de fermer, et donc j'ai fait 2 visites en une. Je suis allé à Sequedin à côté, qui est une prison Bouygues. C'est comme les Shampoings, il y a 3 trucs en un. Il y avait une partie femme, une partie courte peine, une partie longue peine. Et j'ai visité les 2. Los-les-Lilles, j'ai plus pleuré parce que j'avais vieilli, et puis que, en discutant avec les détenus, les matons, pas les matons, ça c'est les surveillants, les détenus, ils préféraient cette prison, la Vioque, à la nouvelle, parce que dans la Vioque, il y avait des trous dans le mur, on pouvait faire des yo-yo, passer des trucs dans la cellule voisine, alors que la nouvelle était totalement étanche, et on y était moins heureux, même si la couleur était plus pimpante. Et donc, j'ai visité la prison des femmes, je suis allé dans la cour de récréation, le directeur voulait pas, il me dit, vous voulez aller dans la cour? Je lui dis oui, je suis le seul Français blanc, autant que j'y aille. Parce que quand on rentre dans la prison, ce qu'on voit, c'est que c'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de ségrégation sociale, c'est un lieu de sélection. Et contrairement à ce que disait Robert tout à l'heure, mais c'était bien qu'il en parle, c'est pas un tiers, c'est 60% de récidivistes. C'est l'ENA du crime, la prison. Et on l'encourage et on veut faire que ça. Même Aïda, elle est pour, c'est vous dire. Donc je vais pas vous raconter ma vie en prison, mais je reviens à l'étymologie. Punya, c'est la chance, c'est une chance d'être puni. Et aujourd'hui, on a du mal à punir. Poiné en grec, ça veut dire compensation, c'est l'histoire de la balance, c'est l'image de la justice. Si on fait un truc en bas, il faut quelque part qu'on nous remonte, ou si on a fait un truc trop haut, il faut qu'on nous descende. Et en latin, poena, ça veut dire la réparation. Il y a ces 3 idées dans l'étymologie. Et aujourd'hui, on évacue le terme du vocabulaire et on ne veut pas parler de punition. Moi, j'ai perdu des lectrices, moins de lecteurs, mais j'ai perdu des lecteurs qui me disent « Ah, vous étiez le fervent précepteur de la gentillesse et vous passez à la punition, vous êtes schizophrène, moi je vous lis pas. » Les gens me quittaient, entre guillemets, parce qu'on n'était pas mariés, mais sans m'avoir lu. Et en fait, mon apologie de la punition, c'est Aïda l'a lu, c'est une apologie de l'amour. Je vais faire très vite, je vais vous raconter 2 trucs et après je passerai la parole.
La première, c'est qu'à l'origine de la justice, il y a la vengeance. C'était un truc sans état, sans intermédiaire. Quelqu'un vous faisait du mal, vous lui faisiez du mal, ça durait des générations. Roméo et Juliette, Shakespeare, etc. L'État invente la justice, c'est-à-dire un intermédiaire entre, pas le tué puisqu'il est plus là, mais celui qui est blessé et le délinquant, le criminel. Et donc là, il y a une balance, on équilibre et ça marche bien. Et en même temps, cette mise en place de la justice, elle cultive une valeur qui n'est plus la vengeance, qui est la responsabilité. C'est-à-dire que la victime s'efface devant le droit, la loi, le juge, et en échange, le coupable doit réparer sa faute et il répond de ses actes. Ça, c'était bien, on va dire, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation merdique. On est dans la culture de la victimité. C'est-à-dire que la justice est désormais un lieu où même celui qui a commis un crime peut expliquer qu'il n'en est pas vraiment responsable parce que vu son enfance, vu son parcours, vu la faute à pas de chance, etc., il peut être excusé de tout. Et donc, on fout des procès pour n'importe quoi. Des exemples ont été donnés dans la salle ce matin où je parlais de la gentillesse. Mais le type le plus célèbre, c'est celui qui fumait des Philip Morris, 3 paquets par jour depuis l'âge de 14 ans. Quand il a vu qu'il y avait un lien, et il a été encouragé par ses avocats, parce qu'il y a du fric aussi à faire là-dessus, que la cause de son cancer, c'était les cigarettes et qu'il ne fumait depuis 14 ans que cette marque, il a fait un procès. Et au bout de 3 instances, il a gagné. Il est mort millionnaire puisqu'il est mort 2 mois après avoir gagné des millions de dollars. On est dans cette culture-là où plus personne n'est responsable, où tout le monde peut être victime. Ça, c'est la première chose. Et moi, je propose une autre chose, c'est qu'on aille... Alors, la dernière ou la 4e dimension de la justice que je prône et qui, d'ici 2035, sera plus difficile à réaliser que des start-up, c'est le pardon. C'est qu'on ait une justice qui ait un but, c'est le pardon. Mais ce pardon, il doit avoir des moyens. Et la prison, c'est pas un bon moyen pour le pardon, ça c'est sûr. Je fais une petite histoire très schématique de la justice. Donc, je vous ai dit, il y a la vengeance, il y a la punition, il y a la justice, et il y a aujourd'hui la victimité. Comment on a progressé dans la démocratie? Parce que vous voyez ce qui se passe encore en Arabie Saoudite. Hein. On coupe les têtes, on coupe les mains, on pend. Enfin, ça y va dur, la justice là-bas. Nous, on a arrêté tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a aseptisé notre punition. On a arrêté la torture autour du XVIIIe siècle. On a arrêté la peine de mort autour du XXe siècle. Et nous, c'était très tardif en France. Et on voudrait arrêter la prison. Mais en fait, on n'y a pas trop pensé, on ne sait pas comment en sortir, parce qu'en fait, la prison n'a jamais été pensée comme une punition. Je dirais même qu'au Moyen-Âge, quand on foutait quelqu'un en prison, c'était les derniers bons moments qu'il avait, parce qu'après, c'était la torture, c'était l'équarrissage, c'était un tas de fêtes joyeuses, et c'était un garde-corps, la prison. Et comme nous, on a tout émasculé, on a retiré tout ce qui était violent, à savoir la torture et la peine de mort, on a une punition qui n'en est pas une, qui n'a pas été prévue pour ça. Et moi, je me suis dit, tiens, il y a des peuples qui ont de bonnes idées de punition. Par exemple, les Rwandais. Les Tutsis en ont pris quand même plein leur poche dans les années 90 face aux autres. Et dans un premier temps, ils avaient une justice clonée, une justice occidentale, avec la prison, des procès, etc. Il leur a fallu 200 ans pour faire ça. Et ils sont revenus à leur justice traditionnelle, les Gamtchacha, où il y a une discussion dans le village. Alors c'est bien encadré, c'est survolté, il y a des conséquences négatives, mais on arrive à faire revenir les Hutus dans les villages où il y a des Tutsis et où chacun parle de ce qu'il a fait. On arrive à trouver une communication, à trouver des fautes, à trouver des punitions. Et ça marche bien mieux et plus rapidement que cette histoire de la prison et tout son catalogue juridique. Donc moi, j'ai vu 3 manières de punir et je suis allé en Roumanie. J'allais vous demander justement. Ouais, mais après je m'en vais. Et je suis allé dans ton pays pour la vendre, un peu comme Rousseau avait fait pour ses textes politiques avec la Pologne, dans la maison de Ceausescu. Hein, c'était quand même intimidant et en même temps agréable. La première, c'est l'argent, parce que c'est un universel, l'argent. Donc pour toutes les contraventions, il faut prendre du fric immédiatement, et ça va calmer les gens sur des petites fautes. Maintenant, sur des fautes plus grandes, ce qu'on appelle les délits, je pense qu'il faut la discussion et la justice maori, qui fait qu'on discute, il y a celui qui est pénalisé, la victime, celui qui est responsable, le fautif, et on essaye de voir comment le fautif est capable de réparer la faute qu'il a faite. Et puis la troisième, je l'ai pris dans Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Il prend l'exemple des Amérindiens en Amérique du Nord. Et je prendrais ça pour les meurtriers. Alors évidemment, ceux qui sont morts, mais la famille des morts, ça peut être intéressant. Lévi-Strauss prend cet exemple pour le vol, mais ça marcherait plus à notre époque pour le meurtre. Un Indien voleur dans sa tribu
qu'est-ce qui se passe? Toute la tribu se rassemble et brûle son tipi avec tout ce qu'il y a dedans. Bon, il n'y a pas grand-chose chez les Indiens, mais quand il y en a moins, c'est plus fort et plus symbolique. Ça, c'est la première punition, l'humiliation. Je suis pour l'humiliation. C'est pour ça que les gens qui m'ont lu sur la gentillesse comprennent pas, mais ils comprennent pas l'étymologie. Il y a humus, mais il y a l'idée qu'on est humble. Il faut rendre humble celui qui s'est poussé du col et qui est allé un étage au-dessus de ce qu'il était. Il faut le rabaisser. Donc on l'humilie, on crame. Et après, ce que tout le monde fait, c'est absolument fabuleux, c'est qu'on reconstruit ensemble son tipi et que chacun lui donne des choses. Alors que la prison, on désintègre discrètement, on réintègre pas, ça se passe mal, et on sème du crime, et c'est pour ça qu'on est à 60% de récidive. Donc voilà mon idée, c'est que punir, c'est une preuve d'amour. D'ailleurs, je dis être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande, et punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense qu'il y aura quelques questions sur le sujet tout à l'heure. Bonjour Philippe Le Gorjus. Bonjour. On vous connaît beaucoup de la télé, à la tête du GIGN de 1985 à 1989. Vous avez ensuite rejoint la vie civile, ce qui n'est pas banal, pour entamer un parcours de chef d'entreprise dans les domaines de la sûreté, sécurité et de l'intelligence économique. Moi, je n'ai pas tout compris parce que c'est assez pointu et assez start-up comme domaine. Vous avez également constitué un petit groupe familial s'investissant dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie. Vous êtes persuadé que le renouveau économique et politique de la France passera par la révolution des territoires. Vous développez donc à travers votre l'association REDEO des outils de compétitivité pour les entreprises, tels que par exemple la réduction des coûts d'approvisionnement en énergie. Est-ce que j'ai à peu près correctement résumé votre parcours ? Non, il n'y a rien à rajouter pour le moment. Voilà, vous avez écrit aussi un chapitre dans ce livre fort intéressant sur les insécurités, de la prise de conscience à l'action, l'avez-vous intitulé. Quelles sont les insécurités que vous voyez encore en 2035 ? Alors, avant de parler et comment cheminer d'ici là ? Voilà, avant de parler de 2035, il faut revenir aux racines. Exactement. Moi, quand j'étais patron du GIGN, il y a 25 ans, l'ennemi, l'adversaire était parfaitement identifié. On avait en gros les résultantes du conflit Est-Ouest dans un certain nombre de pays. La notion géopolitique est importante. Et les actes majeurs de terrorisme auxquels on était confrontés n'étaient que des conséquences sur des territoires de la planète dans la lutte de certains peuples ou de partis de peuples à prendre le pouvoir. Et nous, on en avait, notamment du fait du conflit moyen-oriental, on en avait parfois des résultantes en France à travers des actions généralement violentes, des prises d'otages dans des avions, des ambassades, des sites emblématiques à travers lesquels les terroristes faisaient communication de leurs problèmes. On avait parallèlement à cela, et singulièrement au moment où le bloc de l'Est a explosé, on a eu une formidable... Personne n'a vraiment étudié ça à l'époque. Je me souviens avoir fait des conférences à l'Assemblée nationale et au Sénat en 1993 pour expliquer la montée en puissance et la mondialisation de l'économie criminelle. Quand la géopolitique, quand les pays sont bien tenus, les malfrats ont beaucoup de mal à fonctionner, ou alors il y a porosité entre les deux. Mais généralement, ils ont du mal à fonctionner. Quand le bloc de l'Est a explosé, ça a été une libération extraordinaire dont nous subissons encore les conséquences aujourd'hui et qu'on va subir encore très longtemps autour des points clés de l'économie mondiale criminalisée. Essentiellement, pour vous le faire court, être concret autour du trafic de stupéfiants et des formidables intérêts économiques et financiers que cela entraîne. Et puis, j'ai quitté le GIGN en 1990, et vous l'avez dit, en tant que consultant et en tant que président d'une entreprise ayant une centaine de consultants servant généralement les grands groupes multinationaux français dans les zones et les pays à risque, ayant une centaine de consultants sur le terrain, on a commencé à voir d'autres phénomènes d'insécurité à dimension mondiale se mettre en place. On a vu, par exemple, progressivement la montée de l'islamisme fondamentaliste dans un certain nombre de régions, et on a vu les conflits que cela engendrait entre des branches différentes de l'islam. Alors, juste une petite aparté avant de faire la projection vers 2035. Ça n'a pas été faute dans, j'allais dire, la continuité de la mission de service public qui était la mienne avant,
et je n'étais pas tout seul d'ailleurs à faire cela, que de fournir avertissements, conseils, informations à la sphère publique. Quand je dis la sphère publique, à la fois nos correspondants militaires dans les services d'information ou de renseignement, mais aussi un certain nombre de responsables politiques, pour leur dire attention, voilà comment les choses se modifient et voilà comment elles vont impacter d'une manière ou d'une autre la vie de nos concitoyens, y compris sur le sol français. J'ai écrit la contribution que vous avez sous les yeux au mois d'août. Et dans cette contribution, on est après les attentats de Charlie, mais on est avant oui. Le 13 novembre. Et j'explique le type d'action terroriste auquel on va être confronté du fait de l'explosion, je vais dire, des zones de conflit que vous connaissez tous à travers la presse et la télévision. Et j'explique le mécanisme de terrorisme de masse auquel on va être forcément confronté. Hein, on est là dans des affrontements sur des fondements sociétaux, des fondements moraux, religieux, des fondements sociétaux au sens large du terme. Et il est évident que ce terrorisme de masse est malheureusement ce à quoi on va être confronté dans les toutes prochaines années. Gilles le disait tout à l'heure, on a commencé à travailler ensemble en élaborant ce texte sur l'immédiateté. Avant 2035, il y a 2016-2018. Et je crois que la matière sécuritaire est une matière suffisamment explosive pour qu'on ne reporte pas au calendes ou à trop de prospectives les conséquences de ce qui va se passer immédiatement aujourd'hui. Parce que, on va être optimiste quand même, je vous rassure, à un moment ou à un autre, il y a des mécanismes évidemment de résistance et il y a des mécanismes d'accompagnement positif de ce à quoi on va être confronté. Alors, je voudrais revenir sur une ou deux formes des insécurités majeures qui courent devant nous et auxquelles je vais vous donner un petit exemple. Au mois d'août, j'écrivais, attention, la véritable source des actions terroristes de masse auxquelles notre pays va être confronté dans les mois qui viennent, ça ne viendra plus de Daesh en Syrie, ça viendra de Daesh en Libye. Hein, et j'expliquais au mois d'août que la prévention intelligente et collective des dirigeants de la planète devrait être de prendre position préventivement sur les zones en question, parce que quand il n'y aura plus de pétrole disponible aux confins de la Syrie et de l'Irak pour nourrir l'effort de guerre de Daesh, eh bien, il y a une zone formidable pour faire la même chose, c'est la Libye. Bon, on est à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas pris pied en Libye, et vous verrez que dans les mois qui viennent ou l'année qui vient, nous aurons des actions de type massif qui seront conduites à partir de Libye. Et ça peut être tout bêtement des bateaux explosifs qui viendront percuter des tankers à Fos-sur-Mer ou dans le port de Marseille. Là, c'est votre côté optimiste, là, ce que vous me disiez à l'instant ? C'est un côté réaliste, parce que malheureusement, si vous voulez, j'ai fait une première intervention en 2002 au CERA, hein, donc ça fait pas mal de temps, Jean-Michel. Et ce que vous avez dit, c'est confirmé depuis. Ce que j'ai dit en 2002, ça s'est malheureusement confirmé. Parce qu'il y a une constante, et ça aussi, ça devrait rendre optimiste. Il y a une constante par rapport à la matière sécuritaire, c'est qu'on ignore rien de ce qui va nous arriver. Le vrai déficit, il est dans la capacité à agir. Hein. Ce n'est pas non plus à trouver les solutions. Les solutions, elles sont techniques, elles sont humaines, elles sont organisationnelles. On a, en France par exemple, on a des forces de sécurité, quelle que soit la branche auxquelles ils appartiennent, ces forces sont relativement bien formées. Je dirais qu'après la transformation des méthodes de terrorisme massif, je trouve qu'il y a encore un re-engineering des forces d'intervention. L'échec très important qui a peu été souligné, et moi je me suis refusé à en faire l'écho dans des interviews, je n'ai donné aucune interview, zéro interview, mais pas vu à la télé, pas entendu à la radio. Alors, c'est au CERA que je vous ai vu, excusez-moi, en 2002. Oui. Je n'ai pas donné d'interview pour une raison simple, c'est que le 13 novembre, c'est un énorme échec des unités d'intervention. Et ce n'est pas parce qu'elles sont devenues mauvaises du jour au lendemain, c'est parce que le mode opératoire, la définition de la mission par le politique et le mode opératoire qui est choisi est tout simplement pas adapté à cette forme de terrorisme. On ne met pas 2 heures à reprendre une salle de spectacle où on a commencé à exécuter les otages, et on sait que si on n'intervient pas à un moment ou à un autre, ça peut aller très loin. On le fait
dans la foulée. Et après le 13 janvier, le patron du GIGN, mon successeur, mon 4e successeur, le général Favier, qui est devenu lui-même conseiller, qui était conseiller du ministère de l'Intérieur et qui est aujourd'hui directeur de la gendarmerie, avait préconisé la mise en alerte permanente avec une capacité d'être sur le terrain en 10 minutes, 24 heures sur 24, de manière à ce que si un phénomène d'assaut sur une salle de spectacle, par exemple à Paris, se produisait, dans les 10 minutes, par héliportage, c'est des techniques entièrement maîtrisées, hein. Par héliportage, les unités d'intervention arrivent et n'attendent pas, hein. Ils interviennent dans la foulée. C'est un vrai risque pour l'unité d'intervention. Il y a vraisemblablement des pertes qui sont occasionnées, mais on passe d'un bilan de 90 ou 130 à un bilan de 20 ou 30, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a un engineering complet à opérer également là-dessus. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On sait les maux dont on souffre, on connaît les méthodes pour arriver à y pallier. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la clairvoyance politique, tout simplement. Nos politiques, et ce n'est pas du tout une critique adressée à une faction plutôt qu'une autre, nos politiques sont toujours dans la réaction, et d'ailleurs, imaginent des solutions souvent intelligentes dans la réaction, ils ne sont jamais dans l'anticipation. Hein, et vous voyez, c'est typique sur l'affaire libyenne. Hein, vous verrez malheureusement qu'on n'aura pas pris en compte suffisamment tôt cette problématique de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, je voudrais juste terminer, je ne voudrais pas dépasser non plus le temps. L'autre version optimiste, vous disiez tout à l'heure en me présentant que je me suis investi dans, j'allais dire, pas la résurrection des territoires, mais pour moi, le territoire, ce n'est pas simplement un domaine où l'économie doit être reconsidérée, doit être remise en compétitivité. C'est un domaine, les territoires, qui doivent se réapproprier également la sécurité du territoire. On ne peut plus aujourd'hui avoir une vision technocratique ou alors comptable de la manière de traiter la sécurité d'un pays. Et ce n'est pas dans l'attribution des régions, par exemple, aujourd'hui, que de s'impliquer dans la sécurité, mais moi je préconise que ça le devienne d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce par exemple... Moi, ce qui me sidère... Je suis désolée, je vais vous interrompre parce que je suis sûre et certaine que pendant les questions, il y en aura beaucoup parce que comme votre chapitre, c'est un chapitre très, très d'actualité, je sais que nous y reviendrons. Et puis justement, je voudrais laisser assez de temps pour les questions. Et je suis très fière d'avoir coupé la parole à un ex-patron du GIGN. Non, je plaisante. Excusez-moi, c'est juste parce que je voudrais qu'on ait assez de temps pour les questions parce que je sais que vous en aurez d'autres. Bonjour Johnston. Bonjour. Alors, je vais vous présenter rapidement également philosophe de sciences, diplômé, écoutez-moi bien, en économie, management, philosophie, mathématiques, informatique et paléontologie. Vous êtes également secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris et enseigné dans le MBA, donc Master of Business Administration, du groupe de l'école supérieure de haute étude de commerce, HEC. Voilà, merci de m'aider à le prononcer. Vous êtes expert APM et auteur de plusieurs ouvrages, dont le best-seller paru en 2007 aux presses de la Renaissance, mais qui est encore disponible, il me semble, Notre existence a-t-elle un sens? Et puis plus récemment, du livre Les clés du futur, dont vous développez quelques idées dans votre chapitre dans le livre. Alors, je vais faire rapidement, parce que je trouve que c'est moi qui vous fais perdre le temps. Quel avenir pour demain? Quelles sont donc les clés du futur? Alors, merci. Je vais me lever pour vous montrer simplement une diapositive qui est assez dramatique. Vous voyez, cette diapositive, je l'ai trouvée sur Internet. On voit ici un père de famille qui est en train de courir avec sa main. Il fait signe, vous voyez, à ses enfants et à sa femme. Et ils sont en train de partir en courant. Et là, il y a une femme qui marche tranquillement sur la plage au même moment et une autre qui est en train de regarder l'horizon. Ah, c'est bizarre, la mer vient de se retirer, il y a un truc. Et 10 secondes après, on peut montrer que c'est 10 secondes après, parce que le bateau qui est là était ici. Voyez, donc 10 secondes après, on voit les deux mêmes femmes. Il y en a une troisième qui en plus, vous voyez les deux femmes qui sont là, hein, et il y en a une troisième qui court en plus directement vers la vague. Et cette image a été prise, elle est assez dramatique, le 26 décembre 2004. C'est évidemment quelques secondes avant l'arrivée du tsunami. La famille qui court grâce au père de famille, évidemment, a dû s'en tirer. Les 3 autres personnes sont évidemment mortes dans cette histoire. Et voyez pourquoi je commence par cette image? Parce que je pense que nous sommes dans la même situation.
Alors c'est moins dramatique parce que c'est pas notre vie physique qui est en jeu, mais c'est notre vie, je dirais, économique. Il y a un immense tsunami qui arrive là, certains le voient vaguement à l'horizon, et d'autres disent ah c'est marrant, il y a plein de nouvelles technologies, il y a plein de nouveaux trucs. Ah ouais, c'est marrant effectivement. Et puis ce tsunami va arriver et va nous balayer. Et il y aura des gens qui vont non seulement s'enfuir, mais qui vont le surfer, qui vont être capables de surfer ce tsunami, et ça va les emporter vers des montagnes, vers des sommets extraordinaires. Et donc, mon intervention est à la fois pessimiste et optimiste. Pessimiste parce que c'est évident que des centaines de millions d'emplois vont disparaître. C'est évident que plein de vies vont être emportées par tout cela. Et à la fois, il y a un ensemble extraordinaire de potentialités qui nous sont offertes à tous les niveaux. Que l'on pense, par exemple, aux 4 Internet qui vont exister. Il y a celui que tout le monde connaît, qui permet les échanges déjà collaboratifs, qui permet de développer les hauts bons coins, les échanges des Airbnb, tous les échanges qui peuvent se faire entre particuliers. Mais il y a l'Internet des objets connectés à Internet, les puces RFID, etc., qui pour les particuliers entreprises vont apporter plein de choses. Il y a l'Internet des objets fabriqués par Internet. C'est banal de le dire, il y a maintenant des imprimantes 3D à tous les coins de rue de cette université d'été des entreprises vendéennes. Donc tout le monde, effectivement, maintenant commence à comprendre le potentiel de ces nouvelles technologies. L'Internet de l'énergie, qui n'est pas encore là, mais qui permettra à chacun d'entre nous d'être producteur et consommateur, de s'échanger de l'énergie demain, comme on s'échange des emails. Or, l'énergie, c'est le pouvoir aujourd'hui, plus que l'armée encore, même si évidemment c'est important, l'armée et la sécurité, mais l'énergie, c'est essentiel. Et l'énergie par le peuple, c'est un peu le pouvoir au peuple. Donc, il y a ces potentialités-là, et il y a des nouveaux concepts, il y a des nouveaux outils qui ont pour nom écologie positive, qui ont pour nom économie circulaire, qui ont pour nom la longue traîne. La longue traîne, c'est l'explosion de l'offre, l'idée que le linéaire devient infini, qu'on peut tous se positionner, qu'on peut tous faire un site où on va vendre la médecine ayurvédique indienne parce qu'on a une femme indienne, ou une protéine bolivienne parce qu'on a fait du trekking en Bolivie, ou qu'on va vendre ses chansons si on est Camini, le jeune rappeur de Marly Gaumont, ou si vous n'êtes pas un rappeur et si vous n'avez pas de femme indienne et si vous n'êtes pas fait de trekking en Bolivie, eh ben vous pouvez faire un site comme My Major Company pour produire des gens qui, eux, ont du talent. Vous voyez, il y a tout le temps, il y a une explosion de potentialités que l'on peut trouver aujourd'hui grâce à cette explosion de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux potentiels. Mais, là aussi, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'avenir n'est pas réservé aux gens qui sont CSP+, Bac plus 5, etc. Vous pouvez être né au Zimbabwe et vous pouvez être une orpheline au Zimbabwe. Vous pouvez être un étudiant mexicain sans papier vivant dans une cave à Los Angeles. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est des cas réels, vous pouvez vous retrouver chef d'entreprise. Donc ça vous montre qu'il y a un potentiel extraordinaire, mais pour ceux qui ont la grinta, pour ceux qui ont la volonté de s'en sortir, pour ceux qui auront quelque chose en eux, pas forcément une formation, pas forcément du tout de l'argent, non, mais la grinta, la volonté de s'en sortir. Et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont prendre la vague en plein dans la figure, malheureusement. Et effectivement, j'étais récemment à l'Assemblée générale des permanentes des chambres de métiers de l'artisanat. Et j'étais, le lendemain, après moi, il y avait Macron dans le même colloque. Les gens, ils étaient remontés à mort. Ils voulaient le tuer, Macron. Et c'est scandaleux, on passe des années à se former. Et maintenant, avec un tutoriel sur Internet, il y a n'importe qui peut faire notre métier. Je dis oui, c'est scandaleux, mais c'est comme ça. Demandez pas à l'État de faire une loi contre le fait que la marée monte. La marée, elle monte. Ouais, c'est scandaleux que la marée monte. Ça détruit tous les châteaux de sable qu'on a construits. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour surfer sur la marée. Voyez. Et là, il y a plein de solutions. Et je leur ai proposé plein de trucs. Parce que, entre autres, regardez, l'avenir, le monde de demain, ce qu'il faut comprendre, c'est Peter Drucker qui est le premier l'idée, quand il parle de monde post-capitaliste. C'est que l'information est plus importante que la matière. Un exemple tout bête. J'ai un ami mexicain, marocain, il fait des cajots en plastique. C'est une vieille boîte qu'il a héritée de son père, il est jeune. Je dis, ton truc, c'est périmé. Il dit, oui, je sais, c'est des cajots en plastique pour les pêcheurs, il n'y a aucune marge là-dessus. Il m'a entendu parler de puces RFID. J'ai compris, je mets des puces RFID dans mes cajots, et maintenant, je vais pouvoir vendre, quand les cajots de pêche arrivent à l'usine, on saura combien de temps le poisson est resté, combien de temps il est resté au soleil, combien de temps il a été dans le truc, etc. Bref, il a dit, je vais vendre de l'information. Mon cajot en plastique ne sera plus que le prétexte
pour vendre de l'information que je n'aurais pas si je n'avais pas de cage en plastique, mais je vais faire ma marge sur l'information. Et ce genre d'idée-là, un artisan ou un ensemble d'artisans peut le trouver demain. Les artisans, ils ont des millions d'informations sur l'évolution des modes de vie des Français. Le problème, c'est qu'ils sont assis sur un tas d'or, je leur ai dit. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la clé. Ils ne savent absolument pas où est la clé. La clé, c'est savoir, c'est OK, alors comment récolter l'information, comment la valoriser, comment se partager la valeur. Et s'ils trouvent ça, eh ben demain, ils continueront leur activité d'artisan, mais ils gagneront peut-être même plus en vendant l'information qu'ils ont grâce à l'activité d'artisan, comme l'histoire du cage en plastique. Bref, c'est pour dire qu'il y a plein de nouveaux modèles, mais que ces nouveaux modèles nécessitent vraiment une autre mentalité, un autre état d'esprit. Et c'est à ça, évidemment, qu'il faut essayer de se former. Est-ce qu'il y aura toujours de l'argent en 2035 et quel sera son rôle, son importance, ses flux dans le système? Oui, bien sûr, mais attention, ça peut être très différent. Je prédis dans mon texte pour le CERA, justement, mon texte, en fait, est un roman entre deux personnages, mais qui en dit un certain nombre de choses. Dans ce roman, on apprend des choses sur la vie en 2035. Et les gens y paient en GAFA-coin. Ils ne paient plus en euros ni en dollars, ils paient en GAFA-coin. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Et le GAFA-coin est une monnaie comme le Bitcoin, qui est basée sur le concept de blockchain, un de ces nouveaux outils. Je n'ai pas eu le temps de citer tout à l'heure quand je parlais de nouveaux outils à disposition du monde de demain. Et donc, le GAFA-coin est une monnaie virtuelle. Le problème du Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas garanti, c'est très spéculatif. Mais logiquement, tout le monde devrait migrer vers des monnaies comme ça. Parce que justement, aujourd'hui, on sait très bien que les États sont hyper endettés, les États-Unis, l'Europe, etc. Donc déjà, les pays du tiers-monde ont intérêt à aller, plutôt que d'avoir de l'argent zimbabwéen, vaut mieux avoir un GAFA-coin, même du Bitcoin, dire. Eh bien, demain, je pense que devant l'indépendance des États, Apple a 205 milliards de trésorerie. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Eh bien, garantir une monnaie. Ils ne le savent pas encore, mais je le prédis. Ils vont garantir une monnaie, et donc on va tous migrer vers des monnaies comme ça, et on aura donc du GAFA-coin, et ce sera évidemment une monnaie virtuelle, et vous ne l'aurez pas sur un compte bancaire. Il y aura d'ailleurs plus de banque. La banque, c'est la sidérurgie de demain. Hein, la banque, vous allez voir, ça va être terrible. Parce que pourquoi c'est la sidérurgie de demain? 5000 agences bancaires annoncées fermées par Société Générale il y a quelques mois. Évidemment, il y a des agences bancaires partout, alors que tout va se dématérialiser, tout va être virtuel. Vous aurez probablement, ça pose des problématiques grave, mais j'en parle aussi beaucoup dans l'article du CERA 2035, entre mes héros dont un refuse de se faire pucer. Vous aurez une puce RFID qui servira à la fois de clé pour votre maison, de clé pour votre voiture, de dossier médical et de carte bleue. Et tous vos GAFA-coins seront sous votre peau dans une puce qu'on ne pourra pas vous voler puisque ce n'est pas comme une carte bleue. Et vous paierez avec ça sans contact, simplement en mettant la main, vous paierez directement en GAFA-coin. Voilà, ce sera ça la monnaie de 2035, je pense. Bravo. Et la France rembourse sa dette en mojettes, les 2000 milliards de dettes? Rêvez pas, aucune dette ne sera remboursée, tout le monde le sait, mais on trouvera une solution gentille. Mais aucune dette sera remboursée, c'est mathématiquement impossible, sauf à faire une giga-inflation ou une guerre mondiale. Et je pense que les deux solutions sont pas très bonnes, donc j'espère qu'ils vont trouver une troisième. C'est pas tellement une question, Jean Stone, c'est un peu une contestation et une mise en garde. Le jour où il y aura le GAFA-coin, il y aura forcément quelque part une chambre de compensation, d'échange entre les GAFA-coins. Qui détiendra la clé de cette chambre? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous attend. Nous aurons de moins en moins de monnaie, nous aurons des cartes bancaires. Ces cartes bancaires, elles pourront être désactivées à distance et on ne pourra plus payer. On fait comment? Mais j'ai bien dit que les problèmes éthiques, par exemple sur les puces RFID, seront monstrueux. Ce que je prédis en gros dans mon article du livre collectif du CERA, c'est que la notion même de droit de l'homme va radicalement changer au XXIe siècle. Le droit à l'oubli sur Internet, le droit à ne pas être déconnecté à Internet. On dira, si vous n'êtes pas connecté à Internet, monsieur, si vous avez un truc à cacher, vous êtes sans doute un terroriste. Donc, on vous demandera des comptes simplement parce que vous n'êtes pas connecté sur Internet, voyez-vous. Et donc, et le droit de ne pas porter une puce RFID. Aujourd'hui, par exemple, si vous n'avez pas de portable, 80% des jobs sont déjà interdits. Réfléchissez, 80% des jobs sont interdits aux gens qui n'ont pas un téléphone portable. Donc, vous devez avoir un téléphone portable. Demain, ce sera pareil pour la puce
puce RFID, on ne vous obligera pas à la porter, mais vous arriverez à l'hôpital, on vous dira, monsieur, vous n'avez pas de puce RFID, vous attendez d'abord les gens qui ont une puce RFID, passent en priorité. Des choses comme ça. Maintenant, pour les chambres de compensation, non. Justement, la question clé de, si vous comprenez la notion de blockchain et de Bitcoin, c'est par définition, il n'y a pas de chambre de compensation. Mais, vous avez tout à fait raison de dire qu'on pourrait désactiver un jour ce genre de choses, même dans le Bitcoin, malgré qu'en théorie, le Bitcoin est infalsifiable et tout, il y a quand même des pirates. Donc, l'autre solution va être la monnaie locale. C'est là où on arrive au glocal. D'un côté, le global, au-dessus des États, et ce sera le Bitcoin, GAFACoin, ce que vous voulez. Je ne suis pas sûr que c'est un GAFACoin, mais ça existera, c'est sûr. Et d'un autre côté, vous avez la monnaie locale, la monnaie vendéenne, la monnaie de Nantes, la monnaie, etc. Et vous aurez d'autant plus les systèmes d'enracinement dans le local que vous aurez justement cette globalisation. Et la vraie question, c'est quel rôle restera-t-il pour les États, alors que je pense, et je le dis avec force, les États sont essentiels, mais ils vont être coincés entre le local et le global, et ça va pas être simple pour les États. J'aimerais pas être homme politique parce que ça va pas être facile dans les 20 ans qui viennent. Mais par contre, non, il n'y a pas de chambre de compensation sur un Bitcoin. Renseignez-vous. C'est la chambre, et c'est nous tous. C'est ça qui est génial. C'est le blockchain. Elle est répartie sur toute la planète, sur tous les êtres humains qui participent au mécanisme. C'est radicalement nouveau. Vous savez, j'y crois pas forcément, mais certaines personnes disent que la blockchain, qui permet le Bitcoin, est l'invention la plus importante de l'histoire humaine depuis le feu. C'est-à-dire que les changements que la blockchain va mettre, c'est le Financial Times qui l'a dit, c'est pas moi, donc des gens sérieux. Donc l'idée que la blockchain peut changer des choses que nous ne pouvons même pas imaginer à la surface de la planète, parce qu'on va voter maintenant par les blockchains, parce que tous nos biens seront ça va remplacer les banques. Enfin, renseignez-vous, la technologie qui est derrière le Bitcoin, c'est l'idée justement que le pouvoir est partagé partout. Et donc ça peut changer beaucoup de choses. Je sais pas, il faut voir, c'est à surveiller. Moi, je suis un prospectiviste prudent, parce que Maximilien Brabec l'a très bien dit, les il est très difficile de parler du futur. Donc moi, je parle simplement en trucs à surveiller. Je sais que les puces RFID, c'est important. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je sais que les imprimantes 3D, c'est important. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je sais que le blockchain, et ainsi de suite. Voilà, donc à surveiller. Je voudrais poser une question à Philippe Le Gorju et revenir sur la question de la sécurité. Je suis là. Ouais, okay. Vous avez évoqué une accélération probablement des attentats, donc on se sent quand même dans une insécurité certaine, d'autant plus qu'elle est généralement relayée avec beaucoup d'écho par les médias. La question c'est, est-ce qu'on va rester sur des attentats de type très important, avec des cibles symboliques comme Charlie, comme le Bataclan, et est-ce que finalement ici dans nos régions, est-ce qu'il y a un risque, un danger qui peut se manifester plus qu'à Paris ou dans des endroits symboliques? Alors, je voudrais éviter le catastrophisme, mais je voudrais vous donner une information très, très factuelle. Dans les synthèses de renseignements qui sont parvenues depuis quelques mois auprès des services officiels, il y a un scénario qui est revenu à plusieurs reprises, 3 fois, qui est le scénario qui se passe dans un monde rural et qui est la conquête. C'est un peu comme une conquête de Daesh qui conquérait un village aux confins de la Syrie et de l'Irak, c'est-à-dire une équipe du type de celle qu'on a trouvée au Bataclan ou de celles qui sont intervenues chez Charlie Hebdo, une équipe qui s'emparerait d'un village pour un temps et une période donnée. Voilà. Et c'est un scénario qui est revenu 3 fois et qui est tout à fait crédible. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passera. On est actuellement dans une lutte. Tu as beaucoup parlé d'information, mais la sécurité, la valeur essentielle de la sécurité aujourd'hui, ou du traitement de l'insécurité, c'est la capacité à non seulement à capter de l'information, et tous les outils de la technologie aujourd'hui sont au service de la dimension sécuritaire. Petite anecdote, lorsque la NSA, en 2001, après le 11 septembre, s'est aperçue qu'en concentrant toute l'activité satellitaire autour de la captation de secrets industriels, autour de l'intelligence économique des États et des entreprises, elle ferait bien d'en consacrer une partie à la gestion de l'information nourrissant le terrorisme. C'est juste une parenthèse. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, d'ailleurs, est très intéressant par rapport aux petites actions qui sont menées dans notre pays. C'est que plutôt que de détourner l'appareil de la NSA consacré à l'intelligence économique, on a créé une NSA
bis. On a mis le paquet. On a mis le paquet juridiquement avec le Patriot Act. On en pense qu'on en veut, mais ça a eu aussi une efficacité. Donc je ferme cette parenthèse pour dire que l'information aujourd'hui, on l'a. Le scénario dont je parle, mais il y en a d'autres, hein, ce scénario-là, il est à l'étude. Par contre, la capacité à remonter une information de terrain, parce que quand on fait une action de ce type, elle est un petit peu visible quand même. La plupart des actions terroristes sont préparées plus ou moins maladroitement, mais on s'aperçoit dramatiquement dans les dernières actions terroristes sur le territoire que, en fin de compte, avec très peu de moyens et très peu de professionnalisme, en dehors du fait de savoir tenir une arme, on était capable de commettre des dégâts considérables. Hein, donc, effectivement, j'en reviens à votre question. Une action de type terroriste sur un coin de village français ou un village français, c'est tout à fait envisageable. Et tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de terminer, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis, parmi les avis donnés ou les écrits que j'adresse à tel ou tel dirigeant politique ou dirigeant de service, hein, j'insiste lourdement depuis des années sur le fait que sur la France entière, il y a entre 100 et 150 000 officiers et sous-officiers de réserve qui ont quitté la gendarmerie, qui ont quitté l'armée, qui sont dans les entreprises, qui sont dans les collectivités locales, dans une deuxième carrière, et dont on pourrait, sans aucun crédit de formation supplémentaire, hein, quand on voit qu'il faut 2 ans, on va dire, il y a eu les attentats de Charlie, on embauche 20 000 gendarmes et policiers. Ils seront formés efficaces dans 2 ans. Entre-temps, on retire 10 000 militaires qu'on ne remet pas sur les sols opérationnels extérieurs. Ça c'est l'inversion tactique qui fait tomber une stratégie militaire. Hein. Et donc, c'est des erreurs fondamentales. Donc, je reviens à ce que je disais. Une des solutions pour prévenir ce type d'action dans les localités, dans le monde rural ou semi-rural, hein, une des actions consiste à réactiver les corps de réservistes, à les mettre en appui des unités essentiellement de la gendarmerie, puisqu'elle est présente sur 95% du territoire français. Ça ne veut pas dire que les réservistes de la police ne peuvent pas faire la même chose dans les secteurs urbains, mais il y a des solutions. Tu le disais tout à l'heure dans d'autres domaines, mais sur la sécurité aussi, il y a des solutions, il y a de la créativité à avoir. Et ce n'est pas un problème d'argent. Hein. Et il y a aussi, derrière cela, dans tous les personnels dont je vous parle, il y a une motivation et un engagement naturel, hein, qu'il serait criminel de ne pas utiliser. Juste pour dire, moi, l'innovation, c'est les meilleurs innovateurs sont des observateurs. Et en fait, observer les problèmes, c'est la clé de la valeur. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, tiens, il y a un problème, comment je peux y répondre? Et là, il y a des tas de problèmes. Il y a 2 glanducs qui sont venus à Paris en 2008 et ils ont vu que c'était un problème d'avoir un taxi. Pour les Français, c'était évident, mais pour eux, ils ont dit non, c'est pas normal. Ils ont inventé Uber, je vous le signale. Et quand j'entends ça, je me dis, bah tiens, la data, avec un peu de grinta, GAFACoin, truc, machin. Je me dis, tiens, mais par exemple, je vous donne un exemple. À la limite, je suis une femme, je suis en train de me faire violer à Saint-Denis, à la gare. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un réseau social d'entraide. Donc moi, je suis un gentil aidant. Je suis pas un GAFACoin, je suis un gentil aidant. Et je dis, OK, moi, si quelqu'un se fait violer à la gare, je viens et je me rapproche et je prends en photo. Et du coup, s'il y a 30 gentils aidants qui arrivent au moment où la fille va se faire violer, il y a peut-être des chances qu'elle soit sauvée du viol par la masse, sans aucun concours du système sécuritaire. Parce que le gars qui est en train de violer, s'il voit qu'il est pris en photo, il se tire. Donc c'est intéressant. Enfin, moi, je suis plutôt opportuniste en me disant, tiens, les problèmes, c'est une source de révolution darwinienne. La révolution darwinienne est née de la contrainte. Et donc, on a plein de nouvelles contraintes, et ça, c'est fabuleux. Emmanuel, je vais vous demander... Voilà, plutôt là-bas. Je veux juste réagir à GAFA. Déjà, GAFA, il y a le mot GAF, alors c'est un acronyme anglo-saxon, mais dans le mot Bitcoin, les Bitcoins montent, mais dans le mot bit, il y a toujours une tendance à l'érection. C'est normal que ça monte. Mais c'est pas que des jeux de mots que je voulais faire. Je me rappelais d'un poète que j'ai beaucoup aimé, qui est pas trop de la région, qui était un peu plus au sud, Montpellier, Paul Valéry, qui disait « Le plus profond, c'est la peau ». Et peut-être que je me ferais greffer une puce, hein, je vous raconterai pas comment j'ai perdu mon pucelage, mais je suis pas très intéressé par l'idée d'avoir une puce qui me contrôle. Parlant des prisons, évidemment, j'ai lu Surveiller et punir de Foucault, qui parle d'une société de contrôle. Là, c'est plus l'État qui va nous contrôler, c'est des boîtes, c'est des business qui nous proposent d'autres business et on va être sous la dépendance. Et je pense qu'il y aura des gens qui refuseront
ce pucelage qui se dépucelleront même avant que la puce les introduise. Je comprends cette prospective, elle est très positive, mais il y aura des philosophes, il y aura des ermites, il y aura des résistants, il y aura des hystériques, mais tout le monde ne va pas rentrer dans ce système des bitcoins, du GAFA, etc. Ah, que sera, que sera. Ce que je voulais juste dire comme jeu de mots, c'est que sera, maintenant qu'on met plus les accents circonflexes sur les mots, si ça s'écrit avec un S, c'est l'avenir. C'est déjà un acronyme qui a été bien choisi, celui-là. Merci. Juste un petit mot. Si vous lisez mon texte dans notre ouvrage collectif, vous verrez que, évidemment, en tant que philosophe, je suis totalement contre, parce que l'idée d'une puce, effectivement, ça donne à un Big Brother futur un pouvoir inimaginable. Et donc, mon héroïne est une des dernières personnes non pucées au monde en 2035. Voilà, elle est vierge, elle est non pucée. Et je sais pas si, on ne dit pas si elle est mariée ou non, mais en tout cas, elle n'a pas la puce RFID. Mais il faut savoir que moi, j'enseigne en école de commerce. Et quand je parle de ça, j'en parle avec des trémolos d'horreur dans la voix. Et j'ai eu des étudiants qui sont venus me dire « Mais c'est génial, on veut être les premiers à être pucés !» Et donc, dans mes étudiants de la jeune génération sont venus vers moi en disant « Et après que mon livre soit sorti, donc il y a moins de 6 mois, il y a eu une puce party organisée par des Suédois à Paris, la première puce party. Faites une recherche sur Internet, vous aurez des images. Ils ont pucé toute l'assemblée. Le but, c'était tout le monde, tous les gens qui venaient à la soirée recevaient une injection de puce RFID sous la peau. Donc, vous voyez, ça va aller très vite. Au contraire, moi, je fais ça pour le dénoncer. Il ne faut pas croire que je suis de ce côté-là, mais n'oubliez pas la façon dont je fais de la prospective. Je ne vous dis pas ce que je voudrais que le monde soit. Non, non, non. On m'a demandé ça pour le livre en 2035. Je dis non, non. Moi, je vous dis ce que je pense qui va arriver. Je vous dis que la mer monte. Je vous dis comment elle monte. Et même si c'est scandaleux qu'elle monte quand même, vous voyez. Donc Michel Maffezoli nous dit, il faut pas décrire le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, il faut décrire le monde tel qu'il est. Alors évidemment, après, ça n'empêche pas d'essayer de le modifier. Après, ça n'empêche pas d'essayer de dénoncer des choses. Après, ça n'empêche pas de faire agir notre libre arbitre. Mais d'abord, il faut essayer de faire abstraction de ses convictions pour dire, voilà ce qui, à mon avis, risque d'être important, qu'on l'aime ou pas. Juste pour m'intégrer dans le débat très philosophique, mais pour ramener les choses aussi au niveau de l'alimentation, il y a aussi deux précautions à prendre pour l'avenir, pour éviter peut-être le terrorisme, c'est de s'assurer que l'ensemble des peuples sur la Terre ait à manger, parce que n'oublions pas que l'insécurité vient souvent de cela, et pour se protéger aussi du terrorisme alimentaire, parce que cela, on n'en parle pas beaucoup, c'est le commerce de proximité. Ça peut réduire les choses. Voilà tout ce que j'avais à dire.